Bonjour à toutes et tous, salut Jules, salut Caradoc, salut Samuel, salut 16, bienvenue à tous celles et ceux qui nous rejoignent, posez vos questions, vos coups de gueule, interpellez-nous, on est ensemble jusqu'à 14h et je relais tous vos charmants messages à nos invités au programme de ces 2 heures de stream, de l'actu évidemment, avec d'abord de midi à 13h de la drogue dont le trafic gangrène certains quartiers de Ville-de-France et que le ministre de l'Intérieur entend éradiquer à grands coups d'opération choc, Emmanuel Macron qui a promis, lui, de rendre la vie impossible aux dealers mais aussi aux consommateurs. On va parler de fric, de flics, de shit, de schnouf, de bœufs, de weed, mais aussi de sang, d'argent facile, d'absence de perspective pour certains jeunes de multinationales du crime et d'habitants qui parfois n'en peuvent plus. Ce sera de midi à 13h, de 13h à 13h20. On prolonge la discussion avec un documentaire, ça s'appelle Cannabis et c'est réalisé par Mathieu Kassovitz et Antoine Robin. Antoine Robin qui sera avec nous pour en parler. Enfin, de 13h20 à 13h50, on ira faire un tour en Turquie où Erdogan, le président du pays, a sué sa première très grosse défaite électorale, un franc désaveu, à l'heure où la jeunesse diplômée du pays a des rêves d'ailleurs et où l'inflation galope. À 13h50, enfin, on parlera de lutte sociale avec la camarade Elisa Kovo, journaliste société chez Mademoiselle. Pour l'heure et pour l'instant, il est à peu près 20h à Brisbane, à peu près 13h à Moscou, à peu près 7h à Rio, à peu près 10h en temps universel. Il est exactement midi 3, passé de 38 secondes à Paris. Il est bien sûr l'heure que vous voulez sur Twitch. Salut Kyle, salut Zoust, salut Rolly, salut Jean Doute. Nous partons un peu plus au sud de Paris en tout cas. Nous restons en France. Nous allons à Marseille où l'on a vu notamment Emmanuel Macron et Gérald Darmanin promettre une vie impossible aux dealers et aux consommateurs de drogue lors d'une grande opération anti-drogue Place Net XXL. Vous avez près de 900 forces de police, de gendarmerie et de douaniers qui sont déployées depuis hier sur Marseille et qui pendant des semaines vont justement pilonner le territoire pour lutter contre ces dealers, ces trafiquants, ces réseaux de criminalité, ces tueurs, ces trafiquants de voitures, parce que ce sont tous ces trafics qui sont liés et qui sont au cœur des affaires qui ont été identifiées. Donc pendant plusieurs semaines, nous irons ainsi au travail et au contact. Depuis hier, il y a déjà plus de 82 interpellations, une 60aine de gardes à vue, avec justement des personnes qui étaient visées, qui sont, on le sait, des criminels très dangereux et des gens qui nourrissaient la délinquance marseillaise. De la sémantique guerrière, des annonces fortes et puis bien sûr le doute des habitants qui on promet souvent et pour qui rien ne change vraiment, le doute aussi des policiers à qui eux aussi on promet beaucoup et qui ont d'ores et déjà exprimé une réserve à tout le moins dubitative. Bonjour Marie-Gie Geoffrey-Roustide. Vous êtes sociologue, chercheuse à l'INSERM, membre du conseil scientifique de l'Observatoire européen des drogues, j'ai à peu près tout bon. C'est bon. Bonjour et bienvenue. À vos côtés, Frédéric Loquin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste du grand banditisme, auteur des réseaux secrets de la police, loge, influence et corruption, paru aux éditions du Nouveau Monde. Et à vos côtés, Fabrice Risoli, vous êtes spécialiste de la grande criminalité et des mafias. Vous êtes cofondateur de l'association Crime Halt. Vous enseignez la géopolitique des criminalités. Vous êtes auteur par ailleurs de La Mafia de A à Z, paru chez Timbuktu. C'était en 2015. Parfait. Chers amis, bonjour et bienvenue. On a donc une opération Place Net XXL qui doit durer plusieurs semaines à Marseille, mais aussi dans plusieurs autres villes de France. Est-ce que ça a quelque chance de changer quelque chose ? Premier qui veut. On ne peut que se réjouir d'opérations de type coup de poing où on trouve des armes, par exemple. Trouver des armes, c'est toujours lutter contre l'impunité. On peut toujours se réjouir de saisir de la drogue, bien que les plus grosses quantités de drogue aient été faites par la marine nationale aux Caraïbes et pas trop dans l'Hexagone. Après, on est en droit d'avoir une réflexion critique par l'expérience. C'est-à-dire qu'on sait très bien que on peut respirer à nouveau dans un quartier quand on enlève des dealers, etc. Il n'y a pas de doute. Mais il y a le quartier d'à côté, et puis après, ça revient. Voilà, on a un marché des drogues qui est extrêmement installé. Une autre réflexion critique quand même, ça serait que on essaye de suivre davantage les fonds illégaux, l'argent sale, contrairement à l'obsession du produit. Le produit qui est là, la Colombie a doublé sa production de cocaïne depuis 2014, ils ont plus du tout peur de perdre en mer, confisquer, ils inondent le marché, donc il y a un coup à jouer sur la confiscation. 2 remarques du coup, sur une des opérations, il y a 200 en CRS qui étaient impliqués, je ne sais plus où, on a saisi 70 000 euros, vous voyez, c'est pas possible. Donc du coup, voilà... on a fait voter la confiscation obligatoire des avoirs criminels qui n'existaient pas en France. On l'a fait voter au mois de décembre. Le Sénat l'a voté là, donc ça devrait être bon. Il y a vraiment des progrès à faire pour qu'on prenne l'argent des dealers et pas seulement leurs produits. Frédéric ? Alors, déjà un premier point sur la sémantique qui a été choisie. Je trouve c'est intéressant, cette histoire de
place nette. Si on veut faire place nette, c'est qu'on considère que c'est sale, c'est qu'on se considère que c'est pollué. Donc déjà, s'attarder sur ce mot. Et effectivement, quand vous enquêtez, comme moi j'ai pu le faire à de nombreuses occasions dans certains de ces quartiers qui sont des territoires entièrement privatisés par des trafiquants de stupéfiants, vous pouvez constater par vos propres yeux plusieurs formes de entre guillemets pollution. C'est-à-dire quand on dit on veut faire le ménage, ça peut être au sens propre, c'est-à-dire qu'un point de deal dans un quartier, ça pollue concrètement parce que les choufs ils balancent leur papier gras de leur kebab à midi sur place et leurs canettes de coca et de toutes sortes de choses aussi sur place. Donc déjà il y a une première raison pour lesquelles donc les choufs ce sont les guetteurs. Hein, ensuite les choufs ce sont les guetteurs. Ensuite il y a une deuxième forme de pollution. Je ne sais pas si vous êtes déjà rendu sur un point de deal d'une façon ou d'une autre, mais elle est sonore. C'est-à-dire qu'un point de deal ça fait beaucoup de bruit. Et quand moi à chaque fois que je vais dans ces quartiers, je suis surpris de voir les personnes un peu âgées me dire mais attendez, on peut plus dormir, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, un point de deal, ça fait du vacarme parce qu'à chaque fois qu'une voiture de police approche, ça crie dans tous les sens, notamment, mais dans chaque cité, il y a ses propres codes. Donc ça, c'est pour annoncer que la police arrive. Ça fait du bruit. Donc ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, si on poursuit l'exercice sémantique, je dis qu'il y a aussi une forme de pollution d'ordre social, puisque ça crée de l'inégalité dans une cage d'escalier entre celui qui va faire Parcoursup et celui qui va faire Parcoursup. C'est-à-dire, en gros, celui qui va à un moment donné s'accrocher et faire des études va peut-être pouvoir s'acheter, pas pouvoir s'acheter la petite, quand il aura 18 ans, la petite voiture tranquille ou à offrir à sa copine. Ce qui est quand même le premier rêve immédiat d'un gars qui commence à gagner de l'argent, c'est d'offrir une voiture, un sac à main à sa copine, etc. C'est ce que je les entends dire. Ce que vous avez constaté. C'est la réalité. Il claque cet argent au quotidien. Donc, ça crée une pollution sociale dans le sens où, en gros, ça dérange ceux qui essayent de gagner leur vie en allant bosser tous les matins, de voir ces jeunes pas se lever le matin, etc. Enfin, ça crée vraiment ça dérange, ça bouscule une société, et ça c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est que c'est une autre forme de pollution aussi. Il faut quand même rappeler qu'un point de deal dans un quartier, c'est d'abord une forme de prise d'otage. Tu disais tout à l'heure qu'effectivement, quand il y a une opération qui porte ses fruits et que le ménage est fait, au moins pendant le lendemain, si vous arrivez avec une caméra et un micro, on vous dit ça fait du bien, on a l'impression de revivre. Donc il y a aussi, il faut le redire, je crois systématiquement, les habitants des quartiers sont pris en otage par une minorité de trafiquants qui leur impose une vie dure et qui confisque tout, l'espace public, les trottoirs, les enfants ne peuvent plus sortir, on ne peut plus promener son chien, etc. parce qu'on a peur. Donc voilà, le choix de ce mot, Opération Place Nette, peut s'expliquer et s'entendre de cette façon-là. Après, moi j'ai envie de dire, on y reviendra, mais quand vous faites le ménage chez vous, vous le faites une fois, mais si vous oubliez de faire le ménage la semaine suivante et la semaine encore suivante, je vous garantis que la poussière va vite retomber et revenir, et que ça ne sera pas très propre chez vous. Donc ça, dans ce sens-là, si on combat un crime qui est enquisté, qui est organisé, qui est là depuis parfois 4-5 générations, il faut aussi le dire, ça. Ces réseaux criminels sont installés dans les quartiers, mais pas depuis hier. Hein. Je veux dire, il y a des quartiers où j'ai connu 5 générations de dealers depuis 20 ou 30 ans. Donc, si vous venez faire le ménage une journée, et que vous ne le faites pas la semaine d'après, ou vous ne le faites pas l'été suivant, et vous ne faites pas un ménage de printemps ensuite. Enfin, je veux dire, c'est là où c'est la limite de l'exercice. C'est qu'en fait, c'est bien joli, sur un moment donné, un tenté peut-être, ça va être entre guillemets propre, mais je vous garantis que les personnes vont reprendre rapidement leurs habitudes, et que, pour une dernière chose à dire sur la question des chiffres, j'ai vu Emmanuel Macron qui parlait un peu comme un ministre de l'Intérieur, je ne sais pas, il est président de la République, mais là on a l'impression que c'est lui qui tout d'un coup, l'autre jour, il a même lâché qu'il était allé dire aux Marocains ou aux Dubaïotes qu'il fallait qu'il leur livre un tel et un tel. Il a même dit c'est moi qui leur ai donné la liste de noms, mais il n'est pas ministre de l'Intérieur, il est président de la République. Donc il y a quand même il y a un coup de com'. Il y a un coup de com', mais la communication est-elle, finalement, doit-elle rester l'apanage
C'est une question que je me pose. Doit-elle rester l'apanage des trafiquants de stupéfiants ? Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est pas mal qu'à un moment donné, l'État reprenne la main et communique lui aussi. J'y reviendrai tout à l'heure. Marie-Geoffrey Roustide, vous êtes dubitative, me semble-t-il. Oui, moi, ce qui me pose problème dans ce type de discours relayé par les médias, c'est qu'en fait, on oublie de parler de l'essentiel. C'est le fait que l'État a abandonné les quartiers populaires et les habitants des quartiers populaires. C'est-à-dire que quand on voit l'état dans lequel sont les quartiers populaires aujourd'hui, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de maisons des jeunes et de la culture. Donc en fait, moi, ce que j'attends d'un État, c'est un État qui protège les plus pauvres et pas simplement un État qui vient un jour, qui dit qu'il va faire place nette, qui va éradiquer le trafic. On sait, comme le disait Fabrice, qu'il faudrait taper plus haut également. Mais moi, ce que j'attends d'un État, c'est qu'il mette en place des dispositifs d'insertion pour les jeunes des quartiers populaires, que les familles soient aidées, qu'elles soient protégées également au quotidien. Et donc, en fait, je pense que ce discours de responsabilité de l'État, on l'entend pas. Dans le chat, il y a déjà une question. Il y a Jolioc, salut Jolioc, qui nous demande, qui dit la bonne chose avec ces opérations place nette, c'est qu'une fois qu'on pourra constater encore une fois l'échec de la prohibition-répression, on ne pourra plus dire qu'on n'a pas été assez dur contre les trafiquants. La prohibition des drogues, cette politique publique internationale qui a un siècle, qui visait à faire en sorte qu'on fasse disparaître l'offre. C'est-à-dire on fait pression sur les États qui produisent, d'abord ceux qui produisaient de l'opium, puis après du cannabis, puis après de la coca, etc. En faisant réduire l'offre, il n'y aurait plus de demande. Cette politique publique qui a un siècle, l'ONU est arrivée en assemblée plénière et a dit « nous avons échoué ». C'est pas moi qui le dis, nous avons échoué. Jamais la drogue n'a été aussi disponible et accessible. Disponible, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Accessible, que c'est facile à en trouver. Et partout et dans tous les pays du monde, mais la France en particulier, j'ai rappelé que la disponibilité, l'accessibilité de la cocaïne avait explosé depuis une dizaine d'années. Donc la prohibition telle qu'elle est articulée aujourd'hui ne fonctionne pas en France, mais il y aura toujours des gens pour nous dire qu'on n'est pas assez sévère, qu'on devrait peut-être couper des têtes, comme en Arabie Saoudite, je sais pas moi, mais en tout cas, la prohibition, aujourd'hui telle qu'elle est articulée, ne permet pas d'empêcher que des personnes achètent de la drogue. Ça, du point de vue de l'évaluation de cette politique publique, c'est un échec. Marie ? Alors c'est clair que la prohibition, toutes les études internationales le disent, non seulement c'est un échec, c'est-à-dire que ça n'éradique pas ni l'offre ni la consommation, parce qu'en fait c'est l'objectif de la prohibition, mais c'est un échec aussi parce que ça augmente des risques liés à la consommation. C'est-à-dire que quand vous prohibez des produits, c'est-à-dire qu'ils ne sont disponibles que sur le marché illégal, et donc ça veut dire que par exemple pour le cannabis, les consommateurs vont être amenés à cannabis ou cocaïne d'ailleurs, à consommer des produits frelatés, et ils ne vont pas connaître la teneur en produits actifs, donc pour l'héroïne ça peut donner lieu aussi à des problèmes d'overdose, etc. Donc en fait c'est une politique, la prohibition, non seulement qui ne fait pas baisser la consommation, qui ne fait pas baisser l'offre, mais qui va augmenter les risques. Effectivement, Fabrice le disait, l'ONU, il y a une dizaine de jours, lors de la commission internationale sur les narcotiques, il se trouve que j'ai eu l'opportunité d'être invitée à cette commission. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la France a voté un texte avec d'autres pays indiquant que la guerre à la drogue était un échec et qu'il fallait changer de logiciel. Et un autre élément, c'est que ce qui a été proposé ensuite à la fin de cette commission, c'est de mettre en place des politiques de réduction des risques. Alors, qu'est-ce que les politiques de réduction des risques ? Ce sont des politiques, en fait, qui sont des alternatives à la prohibition. C'est-à-dire que ce sont des politiques qui considèrent qu'un monde sans drogue n'existe pas. Et donc, les drogues existent depuis toujours. Les hommes ont toujours utilisé différentes substances pour obtenir des effets psychoactifs. Et donc, la politique de réduction des risques, elle va faire en sorte de prévenir les risques liés à la consommation. Et en fait, ce sont des politiques qui ont été évaluées et qui ont montré leurs bénéfices. Donc on sait que ces politiques sont efficaces. Donc il est clair qu'aujourd'hui, en tout cas, toutes les données disponibles montrent que la prohibition est un échec. Et ensuite, les organisations internationales ont reconnu également cet échec. Donc il serait vraiment important, effectivement, qu'au niveau du gouvernement,
alors qu'ils votent en faveur de la fin de la guerre à la drogue au niveau national, on en voit également les effets au quotidien. Frédéric, vous vouliez intervenir ? Effectivement, pourquoi pas, sur ce point de la prohibition. Il y a des expériences qui sont faites dans le monde aujourd'hui. Je pense que la France devrait les regarder de près. Donc on a un voisin très proche, l'Allemagne, qui vient de légaliser, qui va légaliser d'ici le mois de juillet la consommation de cannabis, pas les autres produits. Il faut pas simplement ce qu'il faudrait, c'est attendre. Effectivement, ça pourrait être intéressant de suivre de très près ce qui s'y passe, de voir les effets, etc. Mais il faut quand même savoir que le contexte n'est pas le même. C'est vrai qu'il y a une approche anglo-saxonne, en gros, de cette histoire, et une approche plus latine, en tout cas française, de ce thème. Les anglo-saxons, les Hollandais, les Allemands, les Américains, ont plus une approche finalement financière, je vois, financière de cette affaire, et libérale, on va dire, et financière, et ils calculent ce que, je trouve que c'est pas inintéressant, ce que, en fait, une légalisation pourrait rapporter à l'État. Donc il y a des choses des calculs très, très savants, mais très sérieux qui sont faits sur... c'est vraiment l'approche... Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que, je veux dire, en Allemagne et en Hollande, la prostitution, le proxénétisme, la prostitution sont aussi légalisés. C'est-à-dire que nous, on est dans un pays où on est dans la prohibition totale, où en gros, c'est la morale qui prévaut sur tout le reste. En Hollande, la prostitution est tout à fait organisée. En Belgique, je veux dire, vous avez des bordels partout. En Allemagne aussi. C'est une autre approche. Et je pense que cet état d'esprit anglo-saxon, nous ne l'avons pas encore, mais il y a peut-être... Et d'ailleurs, ceux qui ont voté pour cette légalisation en Allemagne, ce sont les libéraux et les écolos. C'est pas la gauche, c'est les écolos et les libéraux qui, eux, ont vraiment une approche strictement financière. Donc je pense, moi je me souviens de ce grand voyou qui me disait mais qu'ils légalisent, ils boucheront le trou de la sécurité sociale, comme ça. C'était un vieux qui avait fait toute sa vie dans le trafic de stupéfiants, puis qu'à la fin, c'était facile, je dis c'est facile vu l'âge que tu as maintenant d'avoir ce genre de discours, mais en gros qui disait allez, légalisez, vous boucherez le trou de la sécu. Après, moi je me pose tout un tas de questions techniques, pratiques. Il y a des pays où l'expérience a été faite et où en réalité le cannabis qui est vendu légalement ne peut pas être à un prix trop bas, parce que les acteurs de ce commerce, ceux qui revendent, n'acceptent pas en fait de le vendre trop bas, et donc le marché noir dans ces pays-là continue à vivre largement, parce qu'en fait ils arrivent avec des prix cassés premièrement. Donc là, je dis simplement tout ce qu'il faut se poser comme question. C'est premièrement, donc le marché noir subsiste avec les prix cassés. Deuxièmement, il y a un problème qui est l'accès des mineurs. Vous savez, comme chacun sait, chacun de nous qui a des enfants sait que, en gros, le cannabis circule dans les écoles dès l'âge de 13-14 ans. Moi, j'ai été confronté à ça, mais il n'y a pas que moi. Tous les parents le sont. Donc là, il y a aussi la prohibition va continuer. C'est-à-dire qu'en gros, la légalisation, elle ne peut pas concerner les mineurs. Et donc, c'est impossible, en fait. C'est comme le tabac, a priori, ou l'alcool. Vous n'avez pas, théoriquement, mais ça n'empêche pas les jusqu'à 20 ans, on sait que le cannabis n'est pas très bon pour le développement du cerveau. On sait que c'est pas très bon. Non, ce que je veux dire, c'est que donc là, ce marché-là des mineurs va continuer à être très lucratif pour, en gros, les mafias en tout genre. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est qu'évidemment, si on fait ça, la situation de la France n'est pas la même que celle de l'Allemagne. En Allemagne, vous avez la mafia, en gros, italo-calabraise, qui investit, qui blanchit à tour de bras, etc. Vous avez la mafia turque qui fait tourner la cocaïne, mais vous n'avez pas, comme en France, cette emprise de on appelle en gros la mocro-mafia maroco-hollando-belgo-française, qui, elle, gère le trafic de cannabis. Donc déjà, le théâtre, les acteurs ne sont pas les mêmes, donc les incidences ne seront pas les mêmes. Et ensuite, dernièrement, sur la France, moi, pour connaître bien ces voyous, ces trafiquants qui sont hyper adaptables, d'une souplesse incroyable, et qui sont finalement, au fond, les trafiquants de stupéfiants sont plus libéraux encore que les libéraux. C'est-à-dire qu'en fait, le capitalisme, eux, ils l'appliquent, mais à fond, pur et dur, à fond, sans aucun tabou. Et là, donc, on estime qu'il y a environ 250 000 personnes qui vivent du trafic de stupéfiants en France. Si vous légalisez, vous allez peut-être avoir des problèmes avec 50 000 personnes qu'il va falloir recycler, peut-être proposer justement que l'État arrive avec des offres en disant mais oui, les études c'est bien, vous pouvez aussi gagner de l'argent autrement. Il
n'y a pas que le foot ou la drogue, etc. Ça, c'est possible. Mais à côté de ça, les 200 000 autres, ils vont se poser aucune question. Déjà, ils sont ou tri-produits, c'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, déjà, ils écoulent de la même manière sans se poser aucune question. Cannabis, cocaïne, héroïne, ce que vous voulez. Je veux dire, ils sont multiproduits. Donc, vous allez leur couper. C'est un peu comme si on disait à une grande surface, demain, vous ne pouvez plus vendre de boissons sucrées. Ça ne va pas les empêcher de continuer à prospérer en vendant d'autres choses. Donc, on va leur supprimer le rayon boissons sucrées. Mais à côté de ça, il y aura le salé, il y aura le reste. Ce que je veux dire, c'est que je vous garantis que si on lève la prohibition, non seulement ça ne réglera pas la question des territoires perdus de la République et abandonnés, mais vous n'aurez pas l'intégralité des gens qui vont dire... Et vous aurez une petite portion, ça aussi, il faut s'y préparer, la police s'y prépare, une petite proportion de ces individus qui vont se recycler dans le homejacking, dans le braquage, dans les cambriolages, nécessairement, parce qu'ils vont pas, du jour au lendemain, vous n'allez pas faire des bacheliers, enfin, je veux dire, il va falloir peut-être plusieurs générations pour ramener vers l'école publique des jeunes qui n'y sont plus. Donc voilà, je livre au débat ces éléments de réflexion, mais je pense qu'il faut se les poser, il faut que les politiques, surtout en France, osent se les poser, ce qui n'est pas le cas. Ça fait 40 ans que le sujet est tabou et qu'on n'en parle pas. Ça fait 40 ans qu'à chaque fois que... 50 ans. Ça fait 50 ans qu'à chaque fois qu'il y a un homme politique... Je me souviens, entre les 2 tours de la présidentielle, lorsque François Hollande a été élu, il y a quelqu'un, le maire de Dijon, qui était à l'époque promis à devenir ministre de l'Intérieur, qui s'y préparait ardemment, François Rebsamen, il s'y préparait, il avait déjà recruté son cabinet, etc., qui a, entre les 2 tours de l'élection, dit... se prononce pour la légalisation du cannabis. Mais il n'a pas été ministre de l'Intérieur. Marie ? Alors la légalisation, c'est en effet un sujet complexe. Donc on sait que la prohibition ne fonctionne pas. Ça, toutes les études le montrent. La légalisation, c'est difficile d'en parler en général parce qu'en fait, il y a plusieurs modèles de légalisation. Il faut peut-être que vous expliquiez la différence peut-être entre légalisation, prohibition et dépénalisation. Voilà. Alors donc la prohibition, en fait, c'est criminaliser, pénaliser l'usage de drogue et faire en sorte que l'accès aux produits soit également interdit. La dépénalisation, c'est supprimer les sanctions pénales liées à l'usage de drogue. Donc là, on s'intéresse aux consommateurs, mais on ne règle pas la question de l'approvisionnement. Et la légalisation, c'est prendre au sérieux la question de l'approvisionnement. Et donc, autoriser l'approvisionnement. Il y a un circuit pour que les personnes puissent consommer des produits généralement de meilleure qualité et des produits dont les personnes vont connaître la teneur en THC. Alors oui, il existe plusieurs modèles de légalisation. Mais ce qui est important également, c'est en fait souvent quand on pense légalisation dans l'opinion publique, ou en tout cas dans les discours qui circulent et qui sont portés par un certain nombre de politiques, on pense que légaliser, ça veut dire tout autoriser et faire un peu n'importe quoi. Mais en fait, pas du tout. Tout dépend. Enfin, légaliser, ça veut dire réguler et faire en sorte que les produits ne soient plus vendus par justement des réseaux criminels. Et donc, ça veut dire organiser les choses. Alors, vous avez des modèles de légalisation. Donc, on a 10 ans maintenant de recul. Donc, en fait, les premiers qui ont commencé, c'est l'Uruguay et les États-Unis. Et donc, c'est intéressant parce que l'Uruguay, c'est un modèle complètement étatisé et les États-Unis, un modèle extrêmement capitalistique et commercial. Et donc, l'Uruguay, ils ont rencontré des difficultés au départ parce qu'effectivement, il y avait des problèmes. Donc, le cannabis était vendu en pharmacie, mais ils avaient des problèmes d'approvisionnement. Il n'y avait pas suffisamment de cannabis et le produit était trop cher et parfois pas suffisamment dosé. Ce qui fait qu'en fait, le marché noir, au début, a continué vraiment à prospérer. Aux États-Unis, le problème qui se pose avec ce modèle très libéral, très capitaliste, qui, selon moi, en tant que scientifique, n'est pas un bon modèle, c'est qu'en fait, ce modèle, il ne prend pas suffisamment en compte les éléments de santé publique. C'est-à-dire qu'en fait, il ne réinvestit pas l'argent de la vente dans la prévention, dans la prise en charge. Il y a de la publicité partout, le produit est très accessible. Il y a un modèle intéressant, là, qui date de 2018, c'est le Canada. Alors, même si au niveau du Canada, il y a différentes provinces qui ont choisi des modèles diversifiés, mais c'est surtout le Québec qui est un modèle intéressant dont la France pourrait s'inspirer. D'ailleurs, le Conseil économique et social, l'année dernière, a proposé de mettre fin à la prohibition en proposant un modèle de légalisation à la québécoise. Alors, ce modèle québécois, qu'est-ce qu'il a de particulier ? D'abord, contrairement aux autres pays, il interdit la vente non seulement aux mineurs,
mais surtout au moins de 21 ans. Et comme vous le disiez, le problème du cannabis, c'est surtout chez les plus jeunes ou chez certains publics fragiles qui présentent des troubles psychiques, par exemple. Et donc, en fait, si vous consommez du cannabis avant 21 ans, voire avant 25 ans, votre cerveau n'est pas arrivé à maturation et donc il peut y avoir des troubles cognitifs plus importants. Il y a la question également du fait que ça peut avoir un lien, augmenter en tout cas le risque de survenue d'une schizophrénie, même si le lien n'est pas causal. Hein. On observe des corrélations, mais ce n'est pas un lien causal. Ce n'est pas parce qu'on consomme du cannabis qu'on va devenir schizophrène. Hein. La schizophrénie est un problème qui est multifactoriel. Donc au Québec, c'est un modèle de santé publique qui a été choisi, donc qui protège les plus jeunes, moins de 21 ans. L'approvisionnement en cannabis ne peut se faire que dans des magasins qui sont supervisés par l'État et tout l'argent est réinvesti dans la prévention et dans les soins. Et donc là, maintenant, on a à peu près 5-6 ans de recul. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, que les plus jeunes, donc les moins de 17 ans, on observe une baisse de la consommation du cannabis. Alors, qu'on ne peut pas attribuer directement à la légalisation, mais en tout cas, c'est un fait. C'est toujours difficile d'établir un lien de causalité entre deux phénomènes. Mais en tout cas, depuis la légalisation, la consommation chez les plus jeunes a baissé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme tout cet argent a été mis dans des campagnes de prévention et de prise en charge, il y a eu un développement de campagnes visant à développer les compétences psychosociales des jeunes, c'est-à-dire leur apprendre à dire non. Et également, ce qu'on voit aussi, c'est que le niveau de conscience vis-à-vis des risques liés au cannabis a considérablement augmenté depuis la mise en place de la légalisation au Québec et au Canada de manière plus générale. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça va complètement à l'encontre de l'idée selon laquelle, à partir du moment où on légalise, on banalise complètement. C'est-à-dire que quand il y a un cadre qui est mis en place, les résultats peuvent être intéressants. Par ailleurs, ce qu'on voit dans ce modèle québécois, c'est que les sanctions vis-à-vis des personnes qui vendraient ou qui céderaient du cannabis à des mineurs ont été renforcées. Donc en fait, ça peut aussi avoir un impact sur la baisse de la consommation. Et le dernier point que je voulais soulever, c'est sur ce que vous disiez sur le fait que au niveau des trafics, si on légalise, qu'est-ce qui va se passer ? C'est sûr que on va pas donner la possibilité à tous les jeunes de pouvoir faire des études, mais si on peut les aider à le faire, c'est quand même beaucoup mieux parce qu'il y a quand même assez peu de jeunes qui disent « Ah, moi, mon rêve, c'est de devenir trafiquant ». C'est-à-dire que c'est souvent les conditions de pauvreté, d'inégalité sociale qui vont amener à ce trafic. Il faut aussi rappeler que dans l'univers du trafic, les guetteurs gagnent très peu d'argent au bout du compte. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent, c'est ceux qui sont haut placés. Donc, en fait, ce sont aussi des petits métiers qui sont mal payés. Et donc, en fait, on peut proposer des alternatives qui peuvent être effectivement des aides à la scolarisation, renforcer donc la présence de l'État dans les quartiers populaires, mais également les États-Unis, et New York en particulier, a mis en place un modèle intéressant qui n'est pas encore évalué, mais c'est-à-dire qu'en fait, les magasins de cannabis à New York seront réservés en priorité aux anciens trafiquants, pour les réinsérer dans l'économie légale. Alors peut-être qu'effectivement, ça n'intéressera pas tous les trafiquants, mais une partie d'entre eux peuvent être intéressés de mettre à disposition leurs compétences, entre guillemets, de vente sur le marché légal. La légalisation n'est pas une solution miracle, mais en tout cas, quand elle est mise en place de manière très encadré, avec un modèle de santé publique et non pas un modèle économique capitaliste, on voit des résultats intéressants d'un point de vue de la santé publique. Fabrice ? Alors, Frédéric, tu as pris l'exemple, y compris de l'esprit libéral qui anime les protestants. Mais je ne mettrai pas sur le même plan la marchandisation du corps et le fait d'octroyer aux personnes le droit de se droguer. C'est-à-dire que on peut consommer un produit et philosophiquement, un produit qui fait même du mal pour la santé, mais philosophiquement, c'est pas la même chose que l'esprit libéral de pouvoir permettre
en l'occurrence souvent à des femmes, de vendre leur corps. Moi, j'éviterais les mêmes sur le même plan. Alors, c'est pas tout à fait le même débat. Le reproche qu'on pourrait faire... Juste dire que c'est juste un rapport au crime, quoi. Un rapport au crime. Ne vous battez pas, on a encore une demi-heure. Non. Je préciserai après. Oui. Vous avez le droit de vous battre un peu quand même. Non, vas-y. Non, c'est l'esprit libéral. Mais du coup, dans l'esprit libéral, il y a beaucoup de choses. C'est l'esprit libéral, mais précisément, pour moi, il y a une différence. C'est beaucoup plus difficile dans plein de milieux d'accepter la marchandisation du corps que l'accès à une drogue, même quand on considère que c'est mauvais pour la santé. Le reproche qu'on peut faire souvent aux personnes qui consomment des drogues, c'est précisément d'alimenter le crime organisé. Mais c'est là qu'on arrive. Oui, mais ils alimentent le crime organisé parce qu'ils n'ont pas le choix. En France, il n'y a pas les deux offres. Il n'y en a qu'une, c'est l'offre illégale. Alors, prenons des exemples de légalisation déguisée ou autre qui marchent depuis longtemps. Là, les Pays-Bas, depuis 1974, il y a des coffee shops. Et aujourd'hui, la jeunesse hollandaise, aujourd'hui, depuis des années, c'est celle qui fume le moins de cannabis en Europe. C'est has-been. Alors on va me dire, ouais, mais ils consomment de la cocaïne. Oui, oui, et beaucoup d'amphétamines aussi. Mais... c'est interdit. Donc ils consomment bien des produits interdits. Et les Français aussi consomment beaucoup de cocaïne. Et quand on leur dit, quand on vient me dire, oui, mais alors à un moment, ça marchait pas les coffee shops parce que c'était alimenté, le cannabis était alimenté par le crime organisé. Vrai. Parce que la Hollande n'avait pas mis en place suffisamment de dispositifs pour approvisionner légalement les coffee shops. Ce qu'on retrouve dans d'autres exemples de légalisation aujourd'hui. Troisième critique qu'on m'oppose. On me dit, mais regarde, ils ont fermé les coffee shops, sauf pour les résidents, pour éviter le narcotourisme. Ben, c'est bien parce que ailleurs, on n'a pas légalisé, et que tous les petits Allemands, en particulier où il y a juste une frontière de 50 mètres à faire, peuvent aller se fournir dans un coffee shop hollandais. Donc en fait, c'est un modèle qui marche, le modèle hollandais. Il faut juste rentrer un tout petit peu dans la complexité. Il y a d'autres modèles qui marchent, par exemple ceux de la dépénalisation. La dépénalisation au Portugal, c'est on n'a pas réglé le problème du trafic, donc du coup on alimente le crime organisé quand on achète de la drogue au Portugal. Oui mais voilà, on vient d'un pays, le Portugal, où on se droguait beaucoup à l'héroïne, où particulièrement on la fumait, ce qui du point de vue des pratiques sociales n'est pas tout à fait la même chose que de fumer un joint, où certains continuent à déménager, vous servir le café, etc. Vous êtes tout le temps en train de fumer, vous êtes un peu esclave du produit, c'est aussi polytoxicomanie, et donc les gens avaient des vrais problèmes de santé. À partir du moment où on a arrêté de les punir par la prison, de faire la chasse à la drogue, etc. Toutes les études démontrent, et on a l'Observatoire des drogues européens des toxicomanies qui est à Lisbonne, comme si ce n'était pas un hasard, qui vous dit la toxicomanie à l'héroïne, et en particulier la toxicomanie problématique, a reculé. Mais il faut dire pourquoi. C'est pas de la magie. C'est pas que les gens ont arrêté de consommer de la drogue. Ceux qui veulent consommer, interdit ou pas interdit, qui veulent goûter, ou parce que les relations, les contacts à l'école, les passages à vide, je suis pas psy. On y va dans le produit. Par contre, quand on a envie d'arrêter, et quand on est dans une société où c'est pas criminalisé, alors on va plus facilement vers le soin. Quand on est dans une société où c'est pas criminalisé, on en parle plus facilement à ses parents. On va voir un médecin. Et alors, là, on retombe sur la légalisation. Je vous rappelle que la France légalise les produits de substitution à l'héroïne, Subutex et Méthadone. Vous voulez revenir au monde des années 80 que j'ai connu dans le 19e arrondissement, les gens se piquaient à l'héroïne et quand ils n'avaient pas leur dose, ils arrachaient tous les sacs des vieilles. Moi, j'ai connu ça. Et depuis qu'il y a le Subutex, on a fait réduire drastiquement la microcriminalité liée au manque. Faut revenir à ce moment-là. Donc la légalisation, ça marche. Non mais voilà. Sur l'héroïne, il y a eu un déplacement sur la cocaïne, j'ai l'impression. Pas vraiment. C'est pas les mêmes drogues, c'est pas les mêmes populations. Et en plus, je voudrais donner un autre exemple de légalisation, où aujourd'hui qu'on remet un peu en question. Colorado, c'est pas vraiment le modèle business auquel tu faisais allusion, notamment en Californie, où là c'est vraiment avec des vitrines, des feuilles de cannabis, viens en acheter. Non, c'est pas tellement ce modèle-là. Ce qu'il faut entendre, par exemple, pour revenir sur la pratique policière, c'est le chef de la police de Denver nous dire « Mais moi, j'étais un gros prohibitionniste. C'est pas des marrants, les mecs, dans le Colorado. » Il dit « Mais moi, je veux plus qu'on revienne en arrière. Maintenant, j'ai du temps pour les violences conjugales, les infractions routières, les cambriolages, parce que j'arrête de faire la chasse aux petits consommateurs. » Ça, faut quand même l'entendre. Je vous renvoie à la source, Mediapart, 10 ans d'évaluation, c'est l'interview du chef de la police au Colorado. Donc, il y a quand même des exemples qui montrent que ça marche, même si c'est pas... Il n'y a pas de solution miracle. Marie Non, pardon.
puis Frédéric. Oui, le Portugal est un exemple intéressant et c'est pour ça, là, ça vient d'une certaine manière faire bouger un peu cette ligne protestant-catholique sud-nord de l'Europe sur la question libérale. Donc au Portugal... C'est pragmatique versus moral, on va dire. C'est plutôt ça en fait, exactement. La frontière, c'est vraiment pragmatique versus moral. Et en fait, aujourd'hui, on a de plus en plus de pays en Europe qui vont vers une dimension pragmatique. Donc c'est le cas de l'Allemagne, mais les Pays-Bas ont annoncé, alors pour le moment, ils tolèrent l'usage de drogue dans les coffee shops. Ils ont annoncé des expérimentations dans des villes pour légaliser l'approvisionnement. La Suisse également. Et donc au Portugal, en fait, il y a une dépénalisation de l'usage de toutes les drogues. Mais la dépénalisation de l'usage de toutes les drogues qui a été mise en place donc au début des années 2000, en 2002, elle est liée à une catastrophe sanitaire. Parce que tu parlais de l'épidémie d'héroïne dans les années 80, mais moi, ce dont je me souviens de l'épidémie d'héroïne, c'est aussi les morts liées au VIH. C'est-à-dire qu'il y a eu des dizaines de milliers de morts en France en attente de la mise en place de la vente des seringues en pharmacie. Et donc, en fait, au Portugal, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les familles ont été décimées. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de consommation d'héroïne, beaucoup de gens qui mouraient du VIH, beaucoup de gens qui mouraient d'overdose. Et donc la population portugaise, qui n'est pas si différente de la population française, on est aussi un pays du Sud, a considéré qu'il fallait que ça s'arrête, que ce n'était pas possible. Et donc que la prohibition ne marchait pas. Et donc c'est pour ça qu'ils ont mis en place cette dépénalisation. Mais dépénalisation ne veut pas dire « allez-y, consommez ». Ça veut simplement dire que quand une personne est arrêtée en possession, est contrôlée en possession de produits dans la rue, si elle a, suivant la quantité dont elle dispose, elle peut être considérée comme un trafiquant et dans ce cas-là, aller en prison. Mais elle peut aussi aller devant ce qu'on appelle une commission de dissuasion de la toxicomanie, donc le terme est très parlant, où elle va voir un juge, un assistant social, un médecin qui va évaluer avec elle si elle a besoin de soins. Et donc, ce que disait Fabrice est très important, c'est-à-dire que dans un régime de prohibition comme la France, les personnes ont honte de leur usage. Elles ne vont pas en parler à leur famille. Elles vont avoir du mal à aller vers les soins. Alors que dans un régime alternatif, soit de dépénalisation de l'usage, soit de légalisation de certaines substances, il va être beaucoup plus facile de parler de ces difficultés de consommation et donc d'accéder aux soins. Et donc, le Portugal était le pays qui avait le taux de mortalité le plus important lié à l'usage de drogue avant la mise en place de la légalisation. Ils ont aujourd'hui le taux le plus faible. Donc là, on a vraiment 20 ans de recul et on voit que c'est une politique qui a porté ses fruits. Mais la grande différence, c'est la déstigmatisation de l'usage, c'est-à-dire ne pas considérer que consommer des drogues, c'est un vice, c'est une faute morale. Et le dernier point que je voudrais évoquer, c'est aussi la question de l'alcool. C'est-à-dire qu'en fait, on parle beaucoup de drogues illicites, de cannabis, de cocaïne, mais imaginez qu'est-ce qui se passerait en France si l'alcool était prohibé. On a connu la prohibition de l'alcool aux États-Unis. C'était une catastrophe. Il y a eu des morts. Et donc, en fait, aujourd'hui, personne n'est choqué à l'idée qu'on puisse boire de l'alcool dans des cafés ou chez soi. L'alcool, c'est 50 000 morts par an. Et donc, en fait, le taux de mortalité lié à l'alcool est bien plus important que celui lié au cannabis. Et pourtant, l'alcool est légalisé en France. Frédéric. Je voudrais dire que la bataille, elle se situe aussi sur un plan, et ça le gouvernement n'a pas l'air du tout de le prendre en considération aujourd'hui, sur le plan culturel. C'est-à-dire que quand vous enquêtez dans ces quartiers, moi j'ai fait un documentaire où je me suis installé pendant des mois dans un quartier de Saint-Denis en l'occurrence, pour écouter toutes les générations, des plus anciens aux plus jeunes, etc. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même un modèle mafieux, criminel qui a émergé, qui irrigue la musique, les chansons, le rap, la vie quotidienne, qui est un modèle qui valorise outrancièrement l'ultra-consommation. Il faut être consommateur, il faut aller sur les Champs-Élysées pour acheter, ou à Marseille, dans la rue, des magasins de luxe pour claquer de l'argent. Et ce modèle culturel est très ancré dans cette génération. Il y a ça, il y a la surconsommation, le goût du luxe. Il y a aussi
quelque chose contre lequel il va falloir donc qui est inspiré du paysage du rap US un peu notamment mais qui existe aussi en France. Donc il va falloir entre guillemets décoloniser les esprits, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment là quelque chose qui s'est installé et qui a conquis malheureusement un certain nombre de jeunes. Donc il y a ce modèle culturel. Ensuite il y a la généralisation, faut pas la nier, on n'en parle pas depuis tout à l'heure, mais de la violence qu'engendre justement ces trafics. Et si la raison pour laquelle le gouvernement tout d'un coup s'est brusquement réveillé, c'est précisément c'est deux choses. C'est d'abord parce que des magistrats à Marseille ont décidé de briser l'omerta, ce qui moi-même m'a surpris, parce qu'autant les policiers ont un discours assez carré, assez vrai, ils parlent assez vrai sur la question du trafic, autant les magistrats en général planent, enfin en tout cas ne s'expriment pas. Donc on ne sait pas ce qu'ils pensent sur le sujet. Et tout d'un coup là, grâce à cette commission sénatoriale qui est en train de préparer un rapport qui va être diffusé en mai, qui va être très intéressant parce que ça va justement probablement nous permettre de débattre, d'élever un peu le débat au niveau de l'État. Grâce à cela, on a donc des magistrats marseillais qui ont mis les pieds dans le plat. Et ils ont dit, ce qui a d'ailleurs mis hors de lui le garde des Sceaux qui, lors de son passage à Marseille, a remis tout le monde un peu à sa place en disant peut-être que vous êtes allés trop loin les gars, mais en gros ils ont dit la vérité, ces magistrats. Ils ont dit que la guerre, selon eux, était perdue, que le combat contre la drogue était, selon eux, je cite entre guillemets, asymétrique, mais parce que le rapport de force n'était pas du côté de l'État, mais du côté justement des trafiquants de stupéfiants. Ils ont mis tout ça sur le tapis. Et pourquoi on en arrive là ? On en arrive là, je le rappelle quand même, au terme d'une année particulièrement meurtrière à Marseille, où vous avez deux caïds, deux coqs, je dirais, dont l'un voulait avoir le dessus sur l'autre absolument, parce que je rappelle que leur antagonisme avait commencé par une bagarre à la con autour du jour de l'an dans une boîte de nuit à Alors de qui parle-t-on ? Je vais le dire, mais je veux dire, quand je dis c'est deux coqs qui à un moment donné se bagarrent dans une boîte de nuit. Il y en a un qui a le dessus et ça va donner la plus grande guerre entre deux caïds de Marseille, entre deux bandes, la fameuse bande des Z-Mafia et la fameuse bande des Yoda. Ça va donner cela. Donc cette bagarre entre deux gus, deux trentenaires qui prétendaient régner sur le trafic de stupéfiants à Marseille, va donner quand même sur un an une quarantaine de morts. On sort quand même de là, hein, une quarantaine de morts juste parce que non, c'est moi qui est la plus belle, non, c'est moi qui suis le plus fort, non, c'est moi, j'ai perdu là-bas dans la boîte de nuit, mais maintenant je vais gagner sur le terrain, et puis je vais te piquer ton terrain, je vais te piquer ta clientèle, etc. Ils se sont battus comme des chiffonniers mortel à mort pendant un an, avec l'apparition quand même sur le sol français de mineurs tueurs à gages, ce qu'on n'avait jamais vu, ce qu'on a l'habitude de voir éventuellement au Nicaragua, au Salvador, en Colombie, mais pas en France. Donc une espèce d'accélération comme ça de l'ultra-violence générée par ce trafic de stupéfiants. C'est ça qui a engendré cette réaction de l'État qui est intéressante parce que justement, en termes de communication, ils remettent peut-être un peu les choses en place. Mais pour moi, pour revenir à ce qu'on disait au début, c'est en dehors de la question de la légalisation. Pour l'instant, ce qu'on fait à Marseille et ce qu'on fait à Dijon, ce qu'on fait à Roubaix, moi j'appellerais ça c'est plus du maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'en fait, on envoie des forces, on envoie du bleu, on envoie à Toulouse, ces jours-ci, on a vu le RAID, le GIGN, les compagnies d'intervention. Je veux dire, on envoie du bleu, on essaie de dire ce territoire ne nous appartient pas, on peut le récupérer. C'est un peu, on a envoyé les services qu'on envoie pour libérer des otages. Hein. C'est un peu ça. Donc on en est quand même là. Et donc je pense que dans ces quartiers, les gens ont dû regarder ça avec un œil un peu à la fois circonspect, à la fois ravi, parce qu'en fait, enfin, on s'occupe d'eux. Mais je pense qu'il faudrait quand même que l'État se rende compte que ces opérations de maintien de l'ordre ne résoudront en aucun cas la question, on va dire, de l'approvisionnement en produits massifs de la France, et finalement ne concernent, je pense que les trafiquants qui sont au-dessus de cela et qui ont mis des frontières entre la France et leur terrain leur zone de travail et de chalandise, eux ça les dérange pas vraiment en fait. Ça fait du bruit, c'est vrai que ça dérange un peu le business, ça va peut-être bouger un peu le chiffre d'affaires sur 2-3 jours. Mais globalement, les produits n'ont jamais été produits en quantité aussi importante en Colombie, au Pérou, d'un côté, et puis de l'autre côté au Maroc. Donc de toute façon, l'abondance est là, le produit arrive massivement sur le territoire français. Et donc, en dehors de faire le ménage en bas de la cage d'escalier,
À un moment donné, moi, ce que je pense, c'est qu'au niveau de l'État, ils vont peut-être se dire qu'il faut peut-être redéployer plutôt les services d'investigation et de police judiciaire qui, ces temps-ci, ont été un peu amenuisés, justement, au profit du tout venant et de la criminalité de base et de la sécurité publique. Alors, à ce sujet... moi, j'ai lu tous les livres de Frédéric Ploquin sur le crime organisé. Et donc, je peux voir l'évolution. Et en particulier, le dernier documentaire, Le bonheur est dans le pré. La drogue est dans le pré. La drogue est dans le pré. Pardon, ouais, lapsus révélateur. La drogue est dans le pré. Je suis venu avec mes petits gâteaux sur France 2. faits sur des terres confisquées à la mafia. Vous allez voir le bonheur. Ah, ça volontiers. Bien goûté. La drogue est dans le pré, où quand même, déjà, la parole... public de certains policiers et de magistrats est beaucoup plus libre qu'avant, quand tu les interviewais, où ils te disent la situation est assez catastrophique, nous n'arrivons plus à endiguer la venue du produit, la violence dont tu as parlé, la corruption. Et ça rejoint en gros les autres sources qui sont à ma disposition, de presse ou ailleurs. Je voudrais par exemple rappeler que Europol fait de très bons rapports depuis 2017. Ils envoient des questionnaires aux pays de l'Europe entière et ils ont des retours. Et ils parlent de pression corruptive. Ils disent que 80% des réseaux criminels utilisent la corruption en Europe. 80%. C'est pas juste des petits, voilà, on parle des choufs, là, etc. Non, non. Ils savent. Ils ont besoin des policiers pour avoir les plaques d'immatriculation. Ils ont besoin de demander au greffier quand sera agencé le procès, qui est l'avocat qui est venu dans le cabinet du juge. C'est pas, la corruption, c'est pas pour casser un jugement de condamnation pour trafic de drogue quand vous êtes pris en flagrant délit d'avoir importé une tonne. C'est toute la veille informationnelle qui permet au crime organisé de gagner du temps, de garder son business, etc. Donc, la parole publique des magistrats à Marseille était assez récente et assez importante d'un coup, mais c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a les premiers signaux. Et où je voudrais te rejoindre, alors là je suis d'accord, c'est-à-dire qu'il arrive un moment. Là, il va bien falloir les traiter, toutes ces opérations de police, là, les saisies d'armes, ça. Là, il faut des OPJ. Alors, je sais pas, je lisais un discours de syndicaliste, de l'Association nationale des officiers de police judiciaire, qui reprend un rapport de la Cour des comptes qui dit qu'il manque 20 000 OPJ en France. Il arrive un moment, il faut savoir dans quoi les politiques publiques veulent mettre de l'argent. Si c'est toujours plus de CRS pour faire place nette, je comprends encore une fois, saisir des armes. Mais après, il va falloir faire de l'OPJ. Après, il va falloir saisir les biens. Par exemple, Crimalt est partenaire d'un projet de recherche en Europe, et donc on étudie les chiffres. Et aujourd'hui, ils sont publics, ces chiffres. 30% des biens saisis, donc saisis c'est provisoire, sont confisqués définitivement en France. Donc sur 100 biens qu'on saisit provisoirement, il y en a 30 seulement qui reviennent à l'État. Bon. En Italie, c'est 60. Sur 100 biens saisis. Pourquoi ? Parce qu'on a mis en œuvre des mécanismes de confiscation extrêmement puissants dont la France essaye petit à petit de se mettre au diapason. Mais là, il y a une directive européenne qui sort. Il va falloir passer à la confiscation sans condamnation pénale du propriétaire. Alors là, j'ai perdu le public. J'ai perdu le public. Non, mais c'est normal. Bref, quand la maison... est au nom de la maman, de l'avocat d'affaires, dans une SCI, etc., même si ses propriétaires ne sont pas poursuivis pénalement pour trafic de stupéfiants, mais qu'ils sont en lien avec une activité criminelle ou un trafiquant, ils doivent perdre leurs biens. C'est-à-dire que c'est à eux de justifier l'origine légale de leurs biens. Et je vous rassure, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Non, c'est absolument simple. Quand vous ne payez pas vos impôts, c'est à vous de justifier que vous avez bien payé vos impôts. Donc en matière fiscale, ça marche très très bien. Et là, vous arrivez avec vos papiers. Si, j'ai déclaré ça à l'URSSAF. Si, j'ai eu un héritage, tout ça. Vous courez là. Non, mais en matière fiscale, on a un arsenal qui est très puissant. Mais dans ce strict cadre-là, ça... là, en matière pénale, il faut faire pareil. Attention, par contre. Mais qu'est-ce que vous proposez ? Les personnes qui justifient l'origine légale devant un tribunal ne risquent pas la prison. C'est très important de dire ça, parce que si je veux vous condamner à de la prison, la charge de la preuve revient au magistrat, et c'est bien normal. Oui, mais attends, moi je suis dealer et nous sommes tous les deux dans la même SCI. Alors, et vous ne le savez pas par un hasard. Ah ben vous ne savez pas quand vous constituez une SCI, vous n'avez pas chez le notaire signé que vous et moi on met des capitaux. Non mais vous ne savez pas d'où proviennent mes fonds. Mais bien sûr. Non mais on va imaginer comment. Alors il y a une enquête... Comment on fait juridiquement pour traiter ça ? Bien sûr, Ma question en fait c'est comment font les autres pays. Bien sûr, on fait une enquête de police judiciaire. C'est-à-dire que tout ça est complété par des écoutes, des témoignages, une enquête patrimoniale. Et on voit bien pendant 2 ans d'enquête... mettre une présomption sur ce... Non, c'est plus fort qu'une présomption. Ça permet de montrer que vous appartenez à un réseau criminel. Par contre, la présomption, elle est sur le fait que vous avez
payer ou pas légalement le bien avec de l'argent propre. Là, on vous met devant un tribunal civil ou administratif. Choisissez, par exemple, en Angleterre, c'est un tribunal civil. En Italie, c'est un espèce de tribunal civil. Et là, vous justifiez l'origine légale de banque. Et vous n'y arrivez pas toujours. Attention, hein, il y a 40% de personnes qui récupèrent leur bien. On est dans un état de droit. Vous avez des avocats. Vous avez le droit de faire appel. Vous devez aller au Conseil d'État qui casse, qui se rejuge, etc. Et là, vous commencez vraiment à assécher l'argent de la drogue et non pas seulement taper sur le produit. Voilà, par exemple, ce que nous proposons et qui, encore une fois, sont aussi les fruits de réflexion européenne. La directive européenne, la dernière sur la confiscation, qui va sortir, est en ce sens. Marie. Oui, enfin, je pense que ce qui est soulevé ici renvoie également à la question du travail policier. Et qui est centrale sur la question des drogues. Donc on voit qu'il y a quelques années, là, la France a voté une nouvelle loi en mettant en place des amendes forfaitaires délictuelles pour les consommateurs de cannabis. Et en fait, donc il fait que, en fait, si vous avez du cannabis sur vous, alors bien sûr en dessous d'une certaine dose et que vous êtes considéré comme un simple consommateur, on va vous demander de payer 150 €. Ou sinon, si vous avez du retard, même 200 €. Et en fait, cette activité, elle prend beaucoup de temps aux policiers et donc elle occupe les forces de police. Moi, dans le cadre de mes travaux de recherche, je fais beaucoup d'entretiens avec des policiers qui ont perdu, pour une partie d'entre eux, le sens de leur travail. Parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de mettre des amendes aux consommateurs. Ce dont ils ont envie, c'est effectivement de s'attaquer réellement au trafic, d'apaiser les quartiers, la violence, de mettre fin à la violence dans les quartiers populaires. Donc, en fait, il y a vraiment une perte de sens. Et en fait, ce qu'on sait en plus, c'est que ces amendes forfaitaires, généralement, elles ne sont pas payées. Elles ne sont payées qu'en dans un tiers des cas. Donc en fait, elles sont très peu efficaces. Et en plus, ce qu'on sait également, parce que ça, les études sociologiques le montrent, c'est que la police ne contrôle pas de manière égale l'ensemble des citoyens français. Donc en fait, et l'ensemble des citoyens de manière générale. Si vous êtes un homme racisé, vous avez beaucoup plus de risques d'être arrêté par la police que si vous êtes une femme blanche ou un homme blanc. Et donc, en fait, ce que montrent les études, par exemple, de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, c'est que l'expérimentation de cannabis, elle est beaucoup plus importante parmi les jeunes issus des quartiers favorisés. Et parmi ces jeunes-là, il y a beaucoup d'hommes blancs. Et en fait, eux, ils ne sont pas contrôlés. Donc, en fait, en plus, la mesure passe complètement à côté de son objectif. Ils sont beaucoup moins contrôlés. Non, à la sortie du supermarché de la drogue, ils sont contrôlés, pardonnez-moi. C'est même, oui, c'est même mais eux qui sont les plus solvables et donc ils sont les premières cibles. Alors on sait aussi que ces gens-là ne viennent plus forcément dans ces endroits-là. Et les parents ont les moyens de payer les amendes, donc c'est plus rentable. Oui, mais c'est la raison pour laquelle on voit bien, vu qu'il y a très peu d'amendes qui sont recouvrées, que ce ne sont pas eux. Oui, mais ce ne sont pas eux qui sont interpellés et arrêtés en premier. Et donc en fait, on sait, comme vous venez de le dire, en plus que le marché a complètement évolué. Et en fait, la plupart des personnes se font livrer, vendent sur Internet. Les données de l'OFDT montrent qu'il y a vraiment une évolution sur la question des trafics et des modes d'approvisionnement. Mais en tout cas, c'est une mesure qui est inefficace, cette question de l'amende forfaitaire. Et les policiers eux-mêmes, dans le cadre d'entretiens privés, le dénoncent. Mais je suis d'accord sur le fait qu'à la fin, c'est quand même une grande partie toujours de la même population qui est victime. Oui. On va dire les quartiers populaires. Je rappelle aussi que le gouvernement, peut-être, s'est aussi beaucoup actionné, peut-être c'est de la communication, mais y compris aussi la magistrature ces derniers temps sur certaines enquêtes, parce que les 40 homicides, voire les 55 homicides, c'est-à-dire Marseille et ses alentours, l'année dernière, un record, a fait prendre conscience qu'il y avait des victimes qui étaient totalement étrangères au trafic. Donc nous, on parle de victimes innocentes, qui est un concept un peu compliqué à comprendre, mais enfin, vous parliez de Parcoursup et Parcoursup, j'ai adoré. Cotard, elle venait d'avoir son bac dans le quartier des Marronniers, donc cité populaire de Marseille 2021. Elle rentrait à la Sorbonne à Paris en lettres. Elle meurt sous le coup de Kalachnikov dans une voiture alors qu'elle n'a rien à voir avec le trafic. Rappelons le petit Fayed, à Nîmes, 10 ans,
Soukaina qui faisait ses devoirs dans sa chambre, septembre 2023 l'année dernière. Ce sont quand même des exemples qui ont choqué. Avec quand même un changement de mentalité dans le traitement, parce que, souvenez-vous, Fayed, à peine il est mort, qu'une petite voix médiatique commence comme ça, règlement de compte, Kalachnikov, règlement de compte entre trafiquants. Tout de suite, la procureure de Nîmes prend sa plume, je pense que c'est unique dans l'histoire, dit, c'était pas le père qui était visé parce que c'était l'oncle qui était dans la voiture, donc déjà c'est pas le père. 2, le père n'a rien à voir avec le trafic. 3, l'oncle qui était dans la voiture est militaire au jour d'aujourd'hui, en l'état actuel des connaissances, n'a rien à voir avec le trafic. Et de toute façon, Fayed avait 10 ans. Donc là, il faut cesser la stigmatisation il y aurait une responsabilité de la part de la personne qui est décédée. Donc, quand la justice a commencé à prendre position, c'est qu'on a compris un peu le caractère d'urgence, et je pense que c'est le fait que n'importe quel citoyen peut se sentir concerné, commence un peu à choquer les esprits. Alors, il y a des opérations place nette, mais encore une fois, aujourd'hui, on a commencé présomption d'innocence, à retrouver le présumé tueur de Cotard, le présumé tueur de Sarah, 2020, à la Belle de Mai, 20 ans, rien à voir avec le trafic. Le présumé auteur de Ryan, août 2021. Et donc, on voit bien qu'il a fallu 1 an, 2 ans de travail d'OPJ pour retrouver le chauffeur du scooter. On n'a pas encore l'identité de celui qui a tiré sur Ryan. C'est là qu'il faut mettre l'argent. Sur les moyens de la justice, on a parlé des 20 000 OPJ qui manquaient. Je rappelle que quand la France dépense 60 € pour sa magistrature hors prison, par habitant, 60 €, l'Allemagne 120. Donc, tu disais que le contexte n'était pas le même en Allemagne, je te le confirme. Mais en même temps, ils dépensent le double pour leur justice. Peut-être que du coup, ça va plus vite dans le traitement des dossiers. Mais le problème, juste pour finir, c'est que le temps politique n'est pas le temps judiciaire et le temps policier. Et c'est ça le principal problème, et que plus on approche d'un scrutin électoral, plus le gouvernement doit donner des résultats. Vous les voyez, vous les entendez. Ils n'arrêtent pas de nous inonder de chiffres qui n'ont aucun sens. Mais aujourd'hui 60, hier 80, et pourquoi pas demain 200. Mais je veux dire, c'est pas ça la vraie question. C'est pas ça. C'est que si vous arrêtez 60 personnes, mais que les juges derrière n'ont strictement aucune bille parce que vous les avez arrêtés sans enquête, sans photo, sans écoute, sans rien, en fait, c'est un coup d'épée dans l'eau. Exactement. Marie, il me semble qu'il est paru il n'y a pas si longtemps que ça, un livre qui s'appelle Le cannabis pour les nuls, qui permet, il me semble, d'avoir une vision complexe de la question des drogues dans un langage accessible. Il me semble que c'est vous qui l'avez commis. Oui, avec terminer. Nicolas Autier, médecin, Véronique Julia, journaliste, Ivana Obradovic, politiste, et également Alexandre Massiuk. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre ? Alors, on y trouve un panorama de la question du cannabis, à la fois à travers l'histoire, à travers la culture, les risques médicaux liés à la consommation de cannabis, mais également les politiques publiques, et également les arguments pour et contre la légalisation. Donc, un moyen, en fait, de traiter cette question complexe en y apportant différents points de vue, mais dans un langage accessible. Et pour compléter la bibliothèque, moi je suggère la lecture de Les narco-français, Brice Lomerta, une enquête sur 50 ans parue chez Albin Michel, dont je suis l'auteur. Fabrice, un livre Vous me peut-être ? permettez, je suis venu avec un petit cadeau, je suis pas venu avec un livre. Ah, mais vous êtes charmant. C'est fait sur des terres confisquées à la mafia. C'est vrai ? Là où la mafia ne tue plus. 0 homicide en Sicile l'année dernière, parce qu'on confisque les biens à celui qui a tué le juge Falcone, et on y met des coopératives, on y fait des petits gâteaux. Je suis venu avec un petit cadeau pour toute l'équipe. Je rappelle que grâce à Climate, la loi existe en France depuis 2021, et je voudrais finir par vous dire qu'à Marseille, il y a un bien qui a été confisqué à un trafiquant de cocaïne. Aujourd'hui, il y a une association qui est dedans, qui vient en aide aux femmes victimes de violences, y compris celles qui peuvent subir des pressions dans les cités pour être des nourrices, etc. Et on aurait bien aimé que M. Darmanin et les autres soient favorables à notre amendement pour un usage social prioritaire des biens confisqués. C'est bien de revendre les biens, mais ça serait bien que la population voit tous ces biens qu'on confisque et qu'on donne accès aux citoyens. Voilà, goûter, c'est l'anti-mafia par le ventre. C'est très efficace. Merci, Fabrice. Merci à vous en tout cas. Merci.